Bonjour tout le monde, bienvenue à notre mise à jour technique pour 2026. Vous allez voir cette présentation-là, il y a quand même beaucoup de skieurs internationaux là-dedans. Cette présentation-là va évoluer avec vos feedbacks. Puis on a travaillé, ça fait 2 semaines que je travaille pour l'Alliance, donc on a travaillé avec le Tech, avec Norm Kurtz, Warren Jobbitt, Cam Watson, pour développer ce contenu-là. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On y va. Donc, notre mantra, s'entraîner mieux, s'entraîner ensemble. Notre focus pour cet hiver, qualité, constance et standard. En fait, cette présentation-là, on va vous présenter les fondamentaux. Donc, à chaque habileté, on veut mettre de l'importance sur certains points sur lesquels on veut travailler avec nos candidats et avec vous sur la neige. Le premier fondamental au niveau de l'équilibre, c'est l'équilibre athlétique. On le décrit par une légère flexion aux chevilles, aux genoux et aux hanches. Les tibias en contact avec le devant de la chaussure, pas de pression. Une colonne vertébrale qui est parallèle avec l'angle des tibias, puis des mains devant, les coudes devant le tronc. Donc, on va regarder Stefano Bellingheri, son interprétation. Stefano, c'est le coach de l'équipe de San Marino à Interski, un des meilleurs skieurs qu'on a vu là-bas. Donc, on regarde ce qu'il a à dire sur ce concept-là. How do we do this? Pretty simply, actually. What we need to do is remain still and push the knees in front, let the pelvis move back a little bit, and push the shoulders forward a little, and the shoulders should line with the knees and the bum with the heels. And this is the correct position. And from this position, you're completely unblocked. And from here, I can decide if I want to bend a little more or extend a little more, but I'll never go completely into full extension from this position. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre, c'est un processus dynamique. On veut avoir la base de support qui est mobile pour supporter le stand de masse dans toutes les situations. Donc, l'équilibre athlétique va nous aider à arriver à cet objectif-là. Si on présente à un niveau 1, un niveau 2, au niveau de l'équilibre athlétique, ce serait le contenu. Maintenant, si on veut présenter ce contenu-là au niveau 3, niveau 4, on va aller un petit peu plus loin. Puis, dans le fond, on va parler du point de pivot qui est situé au bassin et non dans la colonne vertébrale. Le but, c'est d'avoir un bassin neutre pour avoir la colonne vertébrale neutre. On peut avoir une petite courbure au niveau de la colonne, mais il faut faire attention. Exemple, photo à droite. Si vous avez un bassin qui n'est pas neutre, vous allez compenser avec la colonne vertébrale. Si la colonne est trop courbée, on va avoir des problèmes quand le skieur va accepter de la charge. Ça va être dangereux pour les disques de la colonne. Donc, pour la sécurité, il faut faire attention à ce point-là. Si on va un petit peu plus loin avec le concept, on va regarder un peu les alignements au niveau du bassin. Si j'ai trop de antéversion au niveau du bassin, comme ça ici, je vais avoir une colonne qui va être courbée dans le bas du dos, puis cette posture-là va affecter l'alignement des jambes. Dans le fond, de l'antéversion dans le bassin va amener les genoux à se rapprocher. Ce que ça fait aussi, c'est que si le bassin est neutre, les jambes connectent avec le bassin, sont libres de bouger, sont libres de tourner, vous êtes libre de mettre à cœur, vous êtes libre de gérer de la pression. Par contre, aussitôt que j'ai le bassin qui est aux extrêmes, soit au niveau de l'antéversion ou au niveau de la rétroversion, ça crée beaucoup de tension au niveau du bassin, les jambes ne fonctionnent pas bien. C'est là qu'on voit des skieurs avec des problèmes. Si on regarde au niveau de la rétroversion du bassin, donc le contraire, rétroversion du bassin, encore une fois, ça crée beaucoup de tension au niveau de l'endroit où la jambe connecte avec le bassin, mais aussi ça affecte l'alignement des jambes, les genoux vont s'écarter. Donc, souvent, le skieur qui a une rétroversion du bassin va compenser en courbant
la colonne excessivement vers l'avant, encore une fois, c'est dangereux pour la colonne. Donc, l'idéal, ce qu'on veut, c'est un bassin neutre. Donc, vous voyez à droite la vue de côté, puis la vue de face. Un bassin neutre va vous va vous amener un bon alignement des jambes. Notre deuxième fondamental au niveau équilibre, ça va être l'utilisation de toutes les articulations. Ce qu'on veut, c'est de skier sans restriction, sans blocage. On veut avoir une amplitude de mouvement à chaque articulation. L'ordre d'activation est toujours en partant d'en bas, les chevilles en premier. Puis dans le fond, je vais vous montrer une vidéo, c'est de l'équipe nationale américaine. Ils parlent beaucoup du gainage au niveau des chevilles. On regarde ça ensemble, puis on en discute. The ankles Je vais juste vous le mettre en français encore. C'est parti. connect the skier to the skis. In spite of the 3,000 sit-ups per day regime to strengthen the core, movement of the center mass relative to the skis is primarily achieved via the muscles of the ankles. With slalom's high demands and speed of movements, the ankles need to be constantly ready for action, because action never ceases. The ankles are in a flexed attitude, and the muscles that control flexion are in tension. This means that they are not just dorsiflexed, but flexed with tension. Flexed ankles are necessary. Tension is mandatory. The coach can easily see flexed ankles with the athlete in the proverbial athletic stance. But muscle tension is hidden underneath the ski suit, disguised with the skin and camouflaged inside the plastic of the ski boot. Tension is in the muscles and cannot be seen. Just because an ankle is flexed does not mean the ankle musculature is in tension. Tension creates muscular innervation that prepares the ski racer for the very quick turns, tempo, and rhythm changes ahead. Constant and immediate innervation is needed because turns are faster than 1 turn per second. Add in a rhythm change and the need is amplified. If we can maintain ankle flexion, we can be very quick with our edge-to-edge movements. You can have control of what's happening underneath your body through your ankle flexion. As soon as you lose ankle flexion or ankle tension, then you have a hard time controlling what the ski is doing. And if you have that ankle flexion, you're in charge of what is going on for that ski-snow contact in that relationship. How can we teach this innervation? The push me, pull me drill is a great way to feel this ankle innervation. The goal for the ski racer in the push me, pull me drill is to stay perpendicular to the skis. To be successful, the ski racer will need to innervate or create tension in the ankle muscles prior to the coach pushing and pulling on their skis. Hyper intéressant comme concept. Puis comme vous voyez, oui, c'est utilisé à haut niveau, mais l'exemple de la tâche à la fin où la personne avance, recule le skieur, on peut utiliser ça sur un niveau 1, niveau 2 pour faire comprendre aux gens que si les muscles autour des chevilles ne sont pas engagés, le skieur va être lousse, il n'y a pas d'équilibre, versus si je stabilise la cheville. En fait, le muscle, c'est un groupe musculaire. Un des muscles qui est sollicité, c'est le tibial antérieur. Puis le tibial antérieur, c'est le muscle que vous avez à côté du tibia. On va en reparler sur la neige. Par contre, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en levant les orteils vers le haut, vous allez engager le tibial antérieur, vous allez stabiliser la cheville. En faisant ça, vous allez avoir un skieur qui est en équilibre quand vous utilisez la tâche de tir pousse les skis. Donc, on jase de ce concept-là encore un petit peu plus sur la neige. Troisième fondamental, équilibre, c'est les skis parallèles. La largeur reste constante. On ne veut pas que la largeur change durant le virage. Pas de divergence au niveau des spatules ou des talons. On va avoir des angles de quart qui sont similaires. Puis, on va avoir une flexion symétrique au niveau des chevilles. Le dernier point, on n'en a pas souvent parlé jusqu'à maintenant. Les Américains parlent beaucoup de ça. L'idée, c'est si je fais un squat, ben, si vous voulez être fort, vous allez avoir une flexion symétrique des chevilles. Vous n'aurez pas une cheville plus fléchie que l'autre. Donc, ça, c'est des points très importants.
On regarde un petit vidéo par rapport à ces éléments-là. Ce skieur-là, c'est Ryu Takeda qui vient du Japon, qui a gagné les championnats techniques les 3 dernières années. C'est leur modèle technique. Vous voyez, au niveau du parallélisme des skis, c'est extrêmement précis. Donc, c'est des choses qu'on va travailler ensemble sur la neige. Puis, on regarde notre nouvelle membre de l'équipe Interski, Ali Hunter, qui est très précise aussi au niveau de la fondation parallèle avec les skis. Excellent. Prochain point, la gestion de la friction. On change pour un fondamental équilibre, mais rotation aussi en même temps. Ce qu'il faut comprendre avec ce concept-là, c'est aussitôt qu'on tourne, les quarts vont entrer dans la neige, le pied extérieur va avoir tendance à ralentir versus le pied intérieur à cause de la friction. Il y a plus de friction sur le pied extérieur qu'à l'intérieur. Aussi, l'arc de cercle du pied extérieur versus l'arc de cercle du pied intérieur est plus longue. Donc, mon pied extérieur, il faut qu'il aille un petit peu plus vite que le pied intérieur pour ne pas avoir trop de fente avec les pieds. L'idée dans tout ça, ça va changer avec les conditions de neige. Plus la neige est molle, plus il va avoir besoin de compenser. On compense en utilisant les muscles fessiers, puis les muscles derrière la jambe, les ischio-jambiers. L'idée dans tout ça, c'est que je veux maintenir le placement des pieds pas mal côte à côte. Je ne veux pas avoir trop de fente. L'équilibre va être sur le ski et non sur la chaussure. Si je gère mal la friction, puis j'ai la botte extérieure qui recule trop, vous allez avoir une surflexion de la cheville extérieure, vous allez être bloqué, puis l'équilibre va être rompu. Le but dans tout ça, c'est d'avoir des skis qui glissent vers l'avant, des skis et le skieur qui glisse vers l'avant dans toutes les situations. Un petit vidéo pour parler de ce concept-là. Le skieur, c'est Takao Maruyama du Japon. Vous allez voir dans les 3-4 premiers virages, il exagère beaucoup. Il crée une pendule avec la base de support vers l'avant pour compenser la friction. Vous allez remarquer que les descentes après, il utilise le même mouvement, mais si c'est bien utilisé en fonction de la friction que la neige vous procure, les pieds ne bougeront pas tant que ça. Donc, les premiers virages, il exagère un petit peu plus. Comme ça, ici, vous voyez très bien l'accélération de la base de support pour compenser la friction. Puis, il utilise le même mouvement dans ces virages-là. Mais on a l'impression que les pieds restent toujours en dessous de lui. Il est quand même actif au niveau avant-arrière. Des virages hyper ronds, énormément de friction. Donc, pour garder la base de support alignée avec le centre de masse ici, il y a une compensation avant-arrière pour faire en sorte que le skieur reste en équilibre. Le prochain fondamental, rotation et mise à quart. Le virage est dirigé par le bas du corps. Le message de cette diapo-là, j'entends souvent des formateurs dire « tourne tes pieds ». Si je tourne mes pieds, je risque d'avoir la base de support qui s'éloigne du centre de masse versus une adduction de la jambe extérieure va guider la base de support sous le centre de masse. Donc, tout commence avec la pronation au niveau du pied extérieur. On regarde Norm Kurtz nous en parler. When it is done, Je vous mets les sous-titres. C'est parti. when it is done properly, edging actually begins at the ankle. Muscular action pronates the foot inside the boot to start the edging process. Following the involved Merci, Norm. Dans le fond, l'idée dans tout ça, c'est que oui, la pronation du pied va être aussi engagée avec une adduction de la jambe extérieure. Si vous regardez dans le dictionnaire, l'adduction
d'une jambe extérieure, la définition, c'est de guider les extrémités du corps, les pieds, vers le centre du corps. Donc, la jambe extérieure fait une adduction, la jambe intérieure fait une abduction. La jambe intérieure, dans le fond, définition, c'est guider les extrémités du corps vers l'extérieur en s'éloignant. Donc, je vous montre une vidéo pour mettre en valeur ces concepts-là. 体に対して外スキーの Ce skieur-là, c'est Daisuke Yoshioka. Donc, vous voyez en bas à droite le mouvement que le skieur fait, puis à gauche, puis à droite, dans le fond, c'est ce que ça donne comme résultat. À gauche, c'est une adduction de la jambe extérieure sur un arc en glissant vers l'avant. Vous remarquez que c'est un virage un peu plus long, donc la séparation, il y a un peu moins de séparation versus ici un virage un peu plus court. Il y a un petit peu plus de séparation dans cette situation-là. Puis ça, c'est l'abduction de la jambe intérieure. Donc, éloigner la jambe intérieure vers l'extérieur. L'idée dans tout ça, c'est d'avoir un virage qui est dirigé par le bas du corps. Puis c'est important de comprendre qu'est-ce que les jambes font pour arriver à ça. Puis ça, c'est dans les meilleurs courayons que j'ai vus dans ma vie. Honnêtement, c'est notre modèle technique courayon. Incroyable. Ces virages-là, c'est vers où on veut aller. Fondation parallèle, tous les éléments qu'on parle en ce moment sont présents dans ce skieur-là. Dans le fond, je vous montre un dernier vidéo. Même à basse vitesse, on voit ces concepts-là. Puis dans les virages que vous voyez en ce moment, des virages très, très ronds, il y a énormément d'adduction. Vous voyez la discipline au niveau du parallélisme des skis. Le Japon, on travaillait vraiment fort au niveau de leurs fondamentaux. Puis on travaillait beaucoup avec des choses comme ça. Avec la vitesse, oui, la coupe du ski, puis le fait que le ski plie, ça va créer de l'adduction naturellement. Par contre, dans une situation comme le dernier vidéo où le skieur va lentement, il faut un effort musculaire au niveau de l'adduction pour créer de la direction. Pour vous donner un résumé un peu de ce qu'on vient de parler, si vous regardez la trajectoire de la base de support versus trajectoire du centre de masse, avant la ligne de pente, la base de support et le centre de masse sont sur des trajectoires divergentes. Puis ce qu'on veut après la ligne de pente, c'est d'avoir la base de support et le centre de masse qui sont dans une trajectoire convergente. Pour faire converger tout ça, j'ai besoin de ramener les extrémités, les pieds sous le corps, puis j'ai besoin d'adduction pour faire ça. Donc, la meilleure manière de travailler ces concepts-là, oui, ça a l'air hyper technique, mais la meilleure façon de le comprendre, c'est en chasse-neige. Si vous tournez les pieds en chasse-neige, le pied extérieur s'éloigne, puis si vous utilisez de l'adduction, vous allez voir, le V va rester toujours pareil. On va travailler ça sur la neige ensemble. OK, prochain fondamental au niveau rotation et mise à cœur. Séparation naturelle et angulation. Donc, on regarde un premier vidéo, c'est Stefano Bellingheri qui parle de comment il voit ce concept-là. Puis après ça, on va parler un petit peu ensemble de l'orientation que l'Alliance veut amener par rapport à ce concept-là. Start by defining the first fundamental. The first fundamental is called follow your skis. So staying square with your skis and staying aligned with your skis. And where does this come from? It comes from a joint block. And the block is when we put our body into torsion, the body tends to block itself. If I twist my body against the direction of my feet, the femur in respect to the tibia gets blocked, and the knee cannot move inside, and you can't incline the knees and ankles into the turn. If I keep my body facing with my skis, for example, I find it much easier to incline my ankles and knees inside the turn.
toujours intéressant de voir les skieurs internationaux décrire ces concepts-là. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. À Interski, la dernière Interski, on s'est fait dire qu'on était trop séparés avant la ligne de pente. C'est des choses qu'on va travailler avec vous sur le terrain. Par contre, la position de l'Alliance reste pas exactement ce que Stéphano est en train de parler parce que lui, il veut vraiment être carré par rapport au ski. Pour l'Alliance, la séparation, c'est relié avec la forme du virage, la vitesse. On va avoir moins de séparation avant la ligne de pente, mais on en a quand même un petit peu. Puis, on va avoir plus de séparation après la ligne de pente. Si vous regardez ce que Stéphano dit versus ce qu'il fait, c'est deux choses. Mettez-le sur pause quand vous le regardez skier. Il y a de la séparation avant la ligne de pente, puis il y a de la séparation après la ligne de pente un petit peu plus dans le fond. Donc, on va clarifier un petit peu plus ces concepts-là sur la neige, aller un peu plus en détail. Puis, je veux je veux que vous écoutiez Stéphano pour au niveau de l'angulation. Il y a un point qui est hyper important au niveau de l'angulation. On en a parlé au niveau de nos fondamentaux d'équilibre, d'être neutre au niveau de la colonne. Bien, en angulation, on veut garder la colonne vertébrale neutre. On ne veut pas forcer la colonne vertébrale de côté. Donc, on écoute ça ensemble, puis on en discute tout de suite après. So, how do I do this? When I'm inclining, I let the ankles and knees move in. I let the hip move to the inside a little, but I try and leave the zipper of the jacket straight, so I don't angulate to the right or tip into the left. Because to the left, I'll lose my balance, and to the right, I'll create a block. So I move into the turn, just remaining aligned with the zipper, with the shoulders, keeping the shoulders somewhat parallel. And like this, I'll have a lot of weight on my outside ski without using much energy, and I don't have the need to put my shoulder over. Donc, ça serait la définition d'une angulation naturelle, une angulation qui est créée par le bas du corps et non pas de forcer le haut du corps. Puis, ça a une relation avec la sécurité aussi. Regardez bien ce qu'il y a à dire par rapport à ça. The third concept is to keep the torso stable, which allows us to move a little bit inside. So the legs incline, but the torso doesn't change its relationship of inclination or angulation. Plus de détails là-dessus à nos sessions sur neige de formation. OK, prochain fondamental au niveau pression. Un des éléments les plus importants de notre présentation, l'objectif, c'est de recevoir la pression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise à cœur crée la pression. L'objectif, c'est d'aligner le corps pour recevoir la pression au lieu d'utiliser les forces internes pour pousser sur le ski extérieur. Donc, je vous fais écouter Jonathan Ballou, le directeur d'école de ski à Aspen, par rapport à ce concept-là. This is where it's being felt from. And we want to move with that force, not against it, not pushing against it. We want to align ourselves to receive this force so we can manipulate it, use it, and go with it as opposed to go against it. And I see this perspective is really key because if we understand the force is coming from the snow to us to move us from arc to arc, we set ourselves up in an alignment to receive force versus an alignment to create and push. And that creates really different outcomes. The alignment to receive creates this nimble, resilient, mobile, and strong posture that you can do a lot of things from, and for, frankly, less effort. The latter creates the idea of push. I'm going to drive, I'm going to push hard, creates this really aggressive and confrontational body posture. The former, the receiving idea, kind of as the Austrians say, it creates or encourages a conversation with the mountain, where this more I'm going to drive the ski might create more of an argument. And yeah, I think we would like to get the former. What we're going to do is we're going to take a look at
some fundamentals of how you align your body to get pushed, or how you set your body up to receive force. Think of like if you're doing a squat, right? When you do a squat, you're not trying to create a bunch of power, because the weight does that for you. What you're trying to do is set yourself up to have a strong spine, strong core, glute engagement, posterior chain engagement, muscles around the feet and the ankles, the tibia anterior, shoulder blades, all that stuff gets engaged. And you need to do that before the weight comes on, because you're setting yourself up to receive the bar on your back. And then from there, you can move with it. You set yourself up to push on it, it's quite different. You're going to end up with some very different muscle groups working. So skiing is not that dissimilar. We need to set ourselves up as just as we would walking up to a squat bar to receive the force that's going to happen from the snow. Now, it's a little different than squat bar because the force isn't coming from your shoulders, it's coming from your feet. But we still need, what we need is two, in my opinion, two core areas of stability. These things don't move a lot. This is really important. These two things that we're going to get into, they don't move a lot. They are supposed to be stable, not static, but stable, okay? First thing here is the use of the ski boot interface to receive force through the body. If you want to receive force through the ski well, the snow pushes on the ski transfers the force through your boot to your body. That interface needs to be stable, okay? It's not about moving. It's not about opening and closing the ankle. It's not about coming off the cuff of the boot or pushing on the back or driving into the front of the boot to bend it. It's about staying connected. It's about having the foot firmly planted in the ground, not having the heel up, not having the toes up, but having the whole foot down in the heel pocket. Front shin muscle, the anterior tibialis, the little triangular muscle in the front of your shin. That sucker is engaged, as is all the other muscles that go around it, to keep the structure of the inherently mobile ankle joint strong and engaged with the boot, so that the force coming through the ski gets transferred through the boot to your body. That is your immediate receptor. If you don't have that, nothing else happens. You can't control the skis without controlling the boot. You can't control the boot without being in contact with the key parts of it. It's the bottom, it's the front, that's really the whole cuff, but there's more on the front than there's the back. Okay? Jonathan, we've got a question. Can I? Yeah. Okay. So that's how we receive the force. Here's how. So that's how we receive the force. Here's how we use it. It's got to be, your torso has to be stabilized. It's not just your core, it's not just your pelvis, it's everything. When I'm talking about that, when I'm talking about the core in skiing, when I'm talking about the upper body in skiing, I'm talking about everything from the bottom of your bum to the top of your shoulders. I'm talking about the entire front and back half, from your hip to your shoulder. All of this hypermobile stuff that we have between the hip joints and how the spine can move in all its dimensions, that stuff has to be stable. Because this is the mass of your body, and that when you put these things together, the stable ankles, the stable ski-snow interaction, pushing force through the boot, through a stable ankle and structure of base of support into the strong core, the force terminates there and pushes us, right? If the core is floppy and your ankles are strong, this force is going to travel through a floppy body, and we're not really going to go anywhere we want to go. If your core is floppy, your core is strong, but your ankles are floppy and they're open, you're going to be dissipating the force you get from the ski, and the ski's not going to do what you want. It's this balance of these three things, of the ski moving through the snow to create enough power to turn you. It's the control of the equipment through stability inside of the boot and ankle, and then control of the body inside of the boot and to the core to be able to receive, manage the force, and have it take you somewhere. Super intéressant. Il y a une chose qui est vraiment importante par rapport aux chevilles. Cam Watson puis Norm m'ont vraiment parlé par rapport à ça. On ne veut pas toujours avoir les chevilles fermées. Il y a quand même un peu de mobilité au niveau des chevilles. Jonathan, il parle de ne pas ouvrir les chevilles complètement, oui,
Par contre, on ne veut pas nécessairement toujours avoir le même angle avec les chevilles, toujours dans le devant, puis on reste là. Donc, il y a un petit jeu. Ça, c'est hyper important. Le deuxième volet à ce concept-là, c'est au niveau du relâchement. Ce qu'on veut au niveau du relâchement, c'est de maintenir l'équilibre sur le ski extérieur durant le relâchement des corps pour permettre la déflexion de la base de support et du centre de masse vers le prochain virage. Vous allez voir un concept qui est expliqué par le coach de Michaela Schifrin qui est vraiment hyper intéressant. Pour vous le mettre en mots très, très simples, ce que ça veut dire, c'est quand on relâche la pression entre les virages, on ne veut pas la relâcher d'un coup. Sinon, on perd toute l'énergie vers le ciel, puis on tombe à l'intérieur du prochain virage. On veut contrôler le relâchement pour amener le centre de masse, la base du support, à accélérer au travers la ligne de pente. Donc, regardez bien le coach de Michaela Schifrin, il va parler de ça. Regardez comment il place ses mains quand il parle à l'athlète. Il y a beaucoup d'adduction dans ses mains, les pieds sont côte à côte. C'est des choses hyper importantes. My outside ski takes me to my next outside ski. If I really want to link and have that fluidity and connection to turn, I need to stay with that outside ski. I'm not turning, but it's taking me to where I need to be. Outside ski to outside ski is fast skiing. It's connected, it's linked. Yeah. There's no interruption in flow. It's one turn to the next. Encore une fois, des concepts qui sont très avancés, oui, mais on peut les relier. Si vous voulez parler de ce concept-là sur un niveau 1, niveau 2, c'est comment connecter les virages pour avoir un skieur qui est fluide. On ne veut juste pas relâcher d'un coup, puis d'alléger les skis, puis tomber à l'intérieur du virage, du prochain virage. Donc, un petit peu plus d'informations par rapport à ce concept-là de Jonathan. Diagram where the force is smaller here and it's largest here. That's always the case. It's never the largest in the middle. It's always right below the fall line. It's really easy to get stuff in the bottom part of this. It's really easy to get stuff down here in the bottom part of this. It's really hard and almost to get stuff here. It's impossible to get force here. But the key is great skiers get force in this area where those three lines are. I don't leave it down here because that's super easy. They don't try to create more than is going to happen up here. They align themselves to receive force early, which means they align before the force happens, so that when the force starts to come on in this upper part, they can maximize every second of it, so that they can not push on the ski or drive the ski or bury the ski at the bottom, but begin a release process that lets the ski glide. And in doing so, by setting us up for alignment, we keep the ski gliding at all times, even when it's up. Super intéressant. Puis, on va en parler beaucoup sur la neige avec vous autres. Parfait. On y va avec fondamentaux coordination. On va parler de versatilité dans la conduite. Au niveau 3, niveau 4, surtout, dans le fond, vous allez voir ce concept-là, on va le décliner aussi au niveau 1, niveau 2. Regardez bien comment on va faire. La conduite combine toutes nos habiletés. Il y a plusieurs types de conduite. On peut couper, on peut déraper, on peut conduire. Il faut que nos skieurs soient capables, surtout à haut niveau, de resserrer l'arc du ski. Donc, de faire tourner le ski plus court que le rayon qui est inscrit sur le ski. Pour arriver à faire ça, il faut utiliser le principe d'un élan. Au tennis, au golf, quand vous décrivez un élan, c'est toujours le bâton ou la raquette de tennis voyage de lent à rapide. C'est la même chose avec la façon dont vous mettez à cœur. Si vous développez l'habileté d'accélérer la mise à cœur à la ligne de pente, vous allez avoir un ski qui plie, puis vous allez avoir une déflexion du centre de masse base de support au travers la ligne de pente. Cet élan-là va vous donner l'option d'arrondir le début de la prochaine courbe. Encore une fois, j'ai souvent ce commentaire-là, les gens me disent « Ouais, c'est très avancé ».
OK, je vais vous le mettre adaptable sur un niveau 1, niveau 2. Si vous voulez faire un hockey stop avec vos niveaux 1, niveau 2, vous allez avoir besoin de leur enseigner à accélérer la mise à quart pour faire un hockey stop. Donc, c'est le même concept, mais adapté à un niveau inférieur. Donc, un autre petit vidéo pour vous. Julie Sauvageau à la sélection d'équipe interski à Hartford, qui c'était dans la maxi, c'est quand même une piste noire, même double noir. Donc, un corridor qui est un petit peu plus large, mais c'est un très bon exemple des principes qu'on parle dans notre présentation. Super bon ski, Julie. Félicitations. On est content de t'avoir dans l'équipe interski pour une deuxième fois. OK, parfait. Donc, on passe fondamentaux, coordination, l'utilisation du bâton. Donc, vous allez voir, je vous présente une vidéo de Norm Kurtz, qui est l'expert du planté de bâton. Quand on parle d'équilibre, une chose importante à garder en tête avec les bras, c'est que j'imagine mes mains et mes bras placés de façon à m'aider à garder l'équilibre, un peu comme si je marchais sur un fil de fer. Pour la largeur des mains, je pense à la longueur de mon bâton. Mes mains sont espacées à peu près de la même largeur que la longueur de mon bâton. En descendant, tu remarqueras ici que mes mains sont bien devant moi. Mes coudes, eux aussi, sont légèrement avancés par rapport à la poitrine. Dans cette position, mes mains sont bien placées pour effectuer la touche du bâton. Lorsque je plante mon bâton, je pense au panier qui vient passer sous ma main et qui se présente vers la neige. Dans les virages plus longs, c'est surtout une touche. Dans les virages plus courts, c'est un vrai planté qui aide à stabiliser le haut du corps. Cela nous donne une base d'appui plus large tout au long de la descente. Donc, quand le bâton touche la neige, ma base d'appui s'étend littéralement du bâton jusqu'au ski intérieur, qui porte seulement une petite partie du poids. Quand je plante le bâton, je pense toujours à mon virage précédent. Si je pense à la jambe derrière moi, ici comme étant la fin de mon virage précédent. Quand elle revient dans cette direction, j'imagine le panier de mon bâton se déplacer à la même vitesse que ce ski extérieur pour que le bâton soit toujours prêt à être planté au bon moment. On ne veut surtout pas laisser la main traîner derrière puis faire un mouvement brusque. On veut plutôt faire avancer la main naturellement avec le bâton, toucher la neige et se retrouver bien placé pour amorcer le prochain virage. Alors pensez à vos mains, pensez à vos bras. Les coudes légèrement devant la poitrine, les mains espacées comme la longueur de votre bâton, et gardez en tête le bon synchronisme du planté de bâton pour soutenir le rythme de vos virages. Si tu veux une version encore plus capsule pédagogique vidéo, je peux l'adapter. De m'avoir donné un coup de main pour monter cette présentation-là dans un délai super court. Donc, quand on écoute Norm parler, on se rend compte que pendant quelques années, on a été un peu moins discipliné avec le haut du corps. C'est quelque chose d'important pour l'équilibre. Jonathan en a parlé aussi. Donc, ces points-là vont nous aider à stabiliser un petit peu ce qui se passe au niveau du haut du corps. On rajoute à partir de cette année la coordination dans notre description du virage. Donc, je vous donne quelques directives par rapport à la transition. On va écouter Jonathan encore une fois par rapport à ce concept-là. Alignment to the outside ski and ankle symmetry. So, got a thing here. This is Alexei Pontero a few years ago, and we can see that if we look here, right up in here, look at this frame right here that I'm drawing on, you can kind of see that. He is already starting to align the body to this new ski. In this case, it's his left ski as he's about to make a right turn around this gate, this later gate. You can see that that ski is being positioned under his body. He's not moving up the hill to get to it, and there's not much weight on the ski, but he's got the sucker underneath him so that as soon as it achieves edge, he's already aligned to it. There's not a lot of pressure there, but he is aligned to it so that when the pressure comes on,
down here, which is still really quite high in the turn, he doesn't have to make any adjustments. You can see that by the path of the body through here. There's no gross movements of the body to align to the ski. He's already there. In fact, if we look at it from this top picture here, and we look at the path of the body all the way through, there are not a lot of gross movements to correct. He didn't incline a lot and then have to come back out. He got himself set up on this new left foot ski, left ski, prior to it having pressure. And not by moving out of the line, not by pushing on it, just by aligning to where his body needs to be relative to the ski to receive force. And then he can align the ski underneath him to create and receive the force. And obviously we can look and see, okay, we've got in every frame here, we have symmetry of angles. We don't see the boot being crushed or bent more. We just see it fitting well and the body aligning at all phases, both ankles symmetrically against it. No extra movement this way, no extra movement that way, no extra movement that way. Right, it's just aligned. We're talking about edge change, lead change. We're talking about edge change, lead change, and counter. I talked about edge change before lead change, and I talked about edge change under the body and how it relates to counter. Here we go. Let's take a look at this one. This one's pretty straightforward. All right. When we look at this person who is, I'm not sure who this is. Sweet. From my library. We have the skis. Here's the body, right? Whoop. There. Here's the skis down here. They're under the body. This body's not way up the hill. That would interfere with both the edge change and the ability to not move up to the alignment to the outside ski. As we move from here to here, skis kind of go in a straight line, body goes in a straight line, and they are still roughly under the body as we've changed. There's no big huck movement. It's a subtle movement. As we can see, it came much more from the feet and ankles over a big movement of the torso. And we can see that because the torsos look very, very similar. Torso, hand position, hip position looks very similar from the end of the old turn to the beginning of the new turn. It shows that we have this controlled movement of edge change from the feet and legs, not from the body. The body's included, but it goes, it comes after and goes with that. You set it up first. This is all part of that setup. Okay? Here's another piece to that. Look at the position of the skis. This uphill ski is slight, this one here, that guy here, I'll get rid of the pictures. This ski here is a little ahead of that one. There. When we look here, we've gone through an edge change and we still don't see an advancing inside ski yet. This ski is not advanced of this ski. The outside, the new outside ski, old inside ski, has a very similar placing on the snow to 2 feet. Now, if we looked at one frame earlier, which I don't have right here, you'd see the same lead change. So we start to see it neutralize here. But what's key is we have not yet seen an advanced inside ski, which you shouldn't have much of that in your skiing. It should be, but there's always going to be some because of how the body lined. Okay. And then we get down here, you can kind of see it. You can see that the inside half of the body, the inside shin, inside hip, and inside foot, inside ankle are ahead of the outside. Un petit dernier pour un résumé, c'est un bon résumé de la présentation des concepts qu'on a entendus jusqu'ici. We are setting up to receive force, not to push, not to drive. And the time to set up for force is when you're gliding the most and you have the least power on the skis. You don't set your body up, using the squat rack analogy, you don't set your body to lift the weight or to push the weight after the weight's already pushing on you. You set it before you pull the weight off the bar. If you're going to do a bicep curl, whatever it is, you tense and engage the things before the weight's there. So when the weight's there, your body is prepped and ready for it. And you can manipulate whatever you need to do with that weight. And skiing is the same thing.
the period of time where you have the least pushing on you, there's still some, but you're the least pushing on you, is when the skis are releasing to engaging. So it's when they go from the old edges to the flat to the new edges, or from the old edges to the flat. That period of time has the least force. So that's really your opportunity to align your body well to receive force. And we're going to look at a couple elements. This is not a comprehensive list. We don't have time for that. But these are two really core areas to look at. And there's two in each of these. So 2 areas in control of the equipment and 2 areas in control of the body. Okay? There are things you can feel. There are things you can see. There are things you can coach yourself to. And there are things that you can coach other people to, depending on where you are in this wonderful industry of skiing. Okay. Oh, they all popped up. I thought they were going to pop up in pairs. We have control of equipment. Take a look at that first. Alignment to the outside ski before edge change. We're going to get into that in a second. Notice I said alignment to the outside ski before edge change, not weight shift before edge change. Those are very different things. Weight shift means I'm going to push from one to the other, where alignment is about setting up to receive. And I can set up alignment to the new outside ski while I'm on my old edges, or as I release, without moving uphill and moving outside of the line of travel or pushing weight on. I can align that way, right? So it's a thought process of a more passive, more graceful, more receiving force mentality. Si vous regardez les derniers 30 secondes, c'est hyper important. C'est un de nos gros objectifs pour cet hiver. That will get paired with ankle symmetry. We already talked about that, but we're going to look at it again. The next one is edge change under the body and prior to lead change. Meaning, you always have one ski ahead of the other. Inside ski is always a little ahead of the outside ski for the most part. Well, as we move through transition, I like to see the edges change prior to the lead changing. Because that, if we control the equipment that way, it prompts the body to maintain that. And that goes to maintenance of counter and separation, or the alpine basic position, through that unloaded period of time. So we don't do a whole bunch of extra moving at that period of time, but whatever the posture we've created through building of the position through the finish of the last turn, we maintain into the new turn. And these two things fit together. Okay. Something to look at there is when I say edge change under the body, it is in contradiction to say, chuck the body down the hill to change the edges. These are all very controlled movements versus big movements. And it speaks to, Josh and I were talking the other day about toppling. People talk a lot about toppling, and when I hear it talked about quite often, it's the... Merci beaucoup tout le monde. Je vous laisse avec 2 petites en préparation de la formation sur neige. Je ne veux pas parler des éléments, mais dans le fond, j'ai juste attaché les éléments à notre nomenclature. Donc, je vous laisse les regarder. Puis, on va parler de ça sur la neige ensemble pour la prochaine session. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.